À la une de l'actualité ce soir, les mesures du gouvernement burkinabé après l'incendie du centre médical avec antenne chirurgicale de Kangoussi. Une délégation du gouvernement conduite par Siméon Sawadgo, le ministre de l'administration territoriale, était sur place pour réconforter les patients, le personnel et la population de Kangoussi, très éprouvés par l'incendie. Il est question de remettre très rapidement en fonctionnement cet hôpital et le gouvernement burkinabé sera diligent en la matière, rassure le chef de mission. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, un constat, Ouagadougou devient de plus en plus sale. Et pourtant, elle n'est pas loin de cette période où la capitale burkinabé se distinguait par la propreté. Triste constat donc, Ouagadougou n'est plus la belle comme vous le verrez dans cette édition. Dans cette édition, la Russie annonce la signature d'un accord avec la Centrafrique dans le domaine de la défense. Les deux parties ont signé ce mardi en effet un contrat interministériel destiné à renforcer les liens militaires entre les deux pays. L'accord porte sur la formation des forces armées centrafricaines. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Au lendemain de l'incendie de l'hôpital de Kangoussi, une mission du gouvernement est allée sur place réconforter les patients, le personnel et la population de Kangoussi, très éprouvés par l'incendie. Conduite par Siméon Sawadgo, le ministre en charge de l'administration territoriale, la délégation a pu constater les dégâts causés par le sinistre. Le ministre Sawadgo promet que des mesures rapides seront prises pour redonner vie à l'hôpital et espoir à la population de Kangoussi. Issa Kawedraogo, Nyarkiteda. Triste lendemain au CMA, le centre médical avec antenne chirurgicale de Kangoussi. Le personnel ici réuni a toujours en mémoire le passage ravageur de l'incendie dans les services le lundi 20 août dernier. Et sur les traces de l'incendie, justement, 2 membres du gouvernement accompagnés des techniciens du ministère de la Santé. Ils constatent avec désolation les dégâts du sinistre. Toute la maternité, l'odonto, le fauteuil dentaire, les urgences, l'échographe, bref, tous les services cliniques ont cramé, de même que les archives. En tout cas, ça a été vraiment un choc pour la population. Et nous l'avons vu également pour les malades et même pour les travailleurs, parce que là, leurs instruments de travail sont partis, donc les coûts sont partis, mais nous les avons encouragés également. Donc le MCD, l'ensemble de ces partenaires sociaux qui sont donc, au niveau des structures, ils ont pris l'engagement de travailler de façon solidaire. La mission ne s'est pas uniquement limitée sur les restes du CMA. Elle a visité le CSP de Lidougou où les malades ont été évacués. Mais avant, Laurence Marshall Ilgoudou et Siméon Sawadogo se sont rendus au CSP du secteur 1 de Kangoussi. Et là, une proposition concrète se dégage. Nous sommes partis voir, il manque l'électricité, nous allons rendre compte pour créer des mesures idoines et rapides qui soient prises pour doter donc ce CSPS-là d'électricité afin de pouvoir accueillir une partie de la maternité, une partie de l'ORL, une partie donc de l'odonto, et les services qui ont été endommagés définitivement au niveau du CMA. En attendant la concrétisation de la mesure, la chaîne de solidarité se mettra en place pour venir en aide aux malades affectés par le sinistre. Vous savez que c'est la période des pluies, il y a des moustiques, nous allons donner des moustiquaires, nous allons donner des kits d'hygiène, des seaux, des savons, des nattes, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de malades qui ont eu beaucoup de dégâts, qui ont perdu du matériel. Si dans ce sens nous pouvons faire un appui en vivre, selon les besoins de la mairie et l'équipe, nous serons là pour répondre aux besoins des populations. Des mesures saluées par le médecin-chef du district sanitaire de Kangoussi et son équipe qui voit en cette visite un honneur, mais aussi une reconnaissance des autorités burkinabées. Le gouvernement burkinabé décidement sur plusieurs fronts sociaux. Après la pluie du vendredi 17 août dernier, le village de Nasso, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso dans le Houé, a aussi été éprouvé par des inondations et le gouvernement a réagi à travers un don de vivres aux sinistrés. La composition et la valeur du don avec Ismaël Saturné Paré sur place à Bobo-Dioulasso. Il n'a pas fallu des semaines pour laisser parler les cœurs. 3 jours après le désastre causé par la pluie tombée dans la nuit du vendredi dernier à Nasso, le gouvernement burkinabé apporte son soutien aux sinistrés. Dès que l'alerte a été donnée,
Donc, puis nous mobiliser. Donc, nous sommes venus, nous avons évalué la situation et après avoir relogé ces personnes, nous avons évalué leurs besoins. Ça qui nous a permis, après avoir été en contact avec le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, qui nous a fait un certain nombre de dons. Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a été doublement sensible. Elle nous a dépêchés pour venir constater de visu la situation. Les vivres ont été transportés de Ouaga, Dougou jusqu'à Bobo-Dioulasso. Acte qui, selon eux, vient un temps soit peu les consoler. Monsieur le maire n'a ménagé aucun effort pour toucher les autorités compétentes qui peuvent aider la population de Nasso à sortir de cette amertume. Donc aujourd'hui, honnêtement dit, il y a la joie sur les lèvres. Ça ne dépasse pas cela. Il y a 72 heures, on ne croyait pas pouvoir retrouver en tout cas le sourire aux lèvres de ces populations sinistrées. Mais Dieu merci, et le ministère a réagi comme il se doit et nous leur disons merci. Au total, 31 ménages, soit 283 personnes sont touchées par cette inondation. À l'Assemblée nationale, le président du Parlement reçoit le président de la Fondation Suzanne Buffet, une organisation caritative qui œuvre pour l'amélioration de la santé des populations et surtout des femmes. La Fondation travaille aux côtés du ministère du Burkina Faso de la Santé pour l'accès des femmes à des services comme l'avortement ou la contraception. Adama Guiti, Maïmouna Traoré. Dans le plan national de développement économique et social, l'une des priorités du gouvernement en matière de santé est l'accélération de la transition démographique. Pour la Fondation Suzanne Buffet, accélérer la transition démographique, c'est d'abord permettre aux femmes et aux jeunes filles d'avoir tous les droits possibles, y compris celui d'avorter en cas de nécessité. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que la Fondation porte au cœur de son action. Et vous voyez que le code de la famille au Burkina, le code pénal et d'autres lois incluent des restrictions majeures qui privent les femmes de ces droits. On ne cherche pas à parler d'avortement. On cherche à identifier des femmes, des jeunes filles en détresse avec une grossesse non désirée et comment l'arsenal juridique peut permettre à cette jeune fille, à cette femme d'avoir accès à une terminaison sécurisée, une interruption sécurisée de cette grossesse. Pour la mise en œuvre de cette approche, la Fondation mène le plaidoyer auprès du président de l'Assemblée nationale. Elle s'engage aussi à accompagner le Burkina Faso pour des soins de santé de qualité accessibles à tous. Nous sommes déjà au Burkina depuis 3 ans. Nous travaillons avec différentes organisations. La nouveauté, c'est que nous allons travailler maintenant avec le ministre de la Santé pour l'accompagner à mettre en œuvre son nouveau plan sur la santé. Cette visite du président de la Fondation au Burkina Faso est une opportunité pour s'accorder sur les modalités d'appui technique et financier. Le ministère de la Santé qui fait également le bilan de la campagne de pulvérisation intra-domiciliaire, une campagne qui a concerné les localités comme Kamti dans le sud-ouest et Kongoussi dans le centre-nord. Des précisions avec Nyarkiteda. Au cours de l'atelier, les participants ont passé en revue la campagne de pulvérisation intra-domiciliaire effectuée dans les localités de Kamti, Kongoussi et Solenzo. Pendant un mois, l'opération a permis de pulvériser les coins et recoins des 3 localités dans l'optique de neutraliser les moustiques. Et à l'heure du bilan, l'ensemble des acteurs partagent le même point de vue. Le bilan est satisfaisant. Les résultats en termes de couverture qui sont donc satisfaisants, étant entendu que la moyenne de toute cette opération-là se situe autour de 96%. Alors que pour une réussite d'une telle activité, cela suppose que nous nous situons entre 80 et 85%. Nous travaillons avec le ministère pour plusieurs interventions, l'achat des intrants, moustiquaires imprégnés et également celui-ci. La population était assez satisfaite. La campagne a coûté plus de 1 milliard de francs CFA
et a été financé par le gouvernement américain à travers l'US President's Malaria Initiative dans le cadre du projet Vertelink en appui au programme national de lutte contre le paludisme. Dans l'actualité ce soir, Ouagadougou ne fait plus partie de la liste des villes les plus propres. La capitale burkinabé est en train de s'illustrer ces dernières années d'une mauvaise manière. Déchets, eaux usées, tout ce qu'il faut pour salir la ville sont produits par les populations. Et les services de salubrité ne suivent pas non plus. Constat avec Maxime Zongo. Des tas d'ordures par ici, de l'eau usée qui coule juste derrière, de la nourriture exposée par là. Nous sommes dans le quartier de Zogona à Ouagadougou. Même s'il y a des endroits assez propres dans cette zone, le moins qu'on puisse dire est que l'insalubrité, elle gagne du terrain. On est ici, on est à côté avec elle, on vient payer le pain avec elle. On est sur un caniveau, le caniveau est sale. Alors que nous aussi on vient ici, on paye à manger. Bon, je ne sais pas pourquoi. Autre lieu, même constat. Tout au long du canal du Moronaba à la cité en Troie, des dépôts d'ordures qui débordent. Dans certaines habitations, les rares bacs qui existent ont du mal à contenir les déchets. Ils sont nombreux à croiser les doigts pour que la municipalité leur vienne au secours. C'est vu au manque des fossés et puis nous sommes en location. Ils n'ont qu'à voir les propriétaires des maisons, ils vont construire un trou puisqu'on puisse jeter les saletés et puis l'eau pour entretenir notre environnement propre et sain. Bon, nous aussi, on veut que si l'État peut venir nous aider ou à la mairie pour faire déjouer le caniveau, la saleté quoi. Les ponts, les gens là sont barrés, donc l'eau ça passe pas. Bon, c'est pas la mairie, c'est bon, je vais se lever comme ça et puis parler, ça va devenir la bagarre. Affectueusement appelée Ouagalabel, force est de reconnaître que la capitale burkinabé est en train de perdre cette réputation. Dapoya, Paspanga, Wemtenga, Amdalaï et bien d'autres localités et surtout les non-lotis, nombreux sont les endroits où l'on ne sait plus à quel saint se vouer en ces temps de pluie. Fort heureusement, de bonne volonté ont fait de la lutte contre l'insalubrité leur cheval de bataille. En tout cas, nous nous battons. En ce sens que je suis membre d'une association, notamment l'association Yamoya, qui durant 3 ans a quand même eu à faire des manifestations, notamment des festivités pendant les vacances. Et du reste, ça fera notre 3e année, mais les 2 années passées, nous avons eu effectivement à animer des conférences dont le thème était justement consacré à ça, l'insalubrité, avec l'acte même de nettoyage que nous, membres de l'association, nous avions organisé chaque année. Vivement donc que ces genres d'initiatives se multiplient, toutes choses qui faciliteraient la tâche aux responsables communaux afin que Ouagadougou retrouve son lustre d'antan. Et puis, sachez que le poste de douane de Batié, dans le sud-ouest, a été attaqué cette nuit de mardi à mercredi. L'attaque perpétrée par des individus non encore identifiés est intervenu hier aux environs de 20h30 selon des témoins. Un agent qui était de garde a malheureusement perdu la vie. Et à propos de cette attaque, le gouvernement burkinabé présente ses condoléances à la famille éplorée de l'agent et à l'ensemble des douaniers du Burkina, apprend-on du service d'information du gouvernement burkinabé. Et toujours selon cette source, le gouvernement burkinabé assure qu'une mission de ratissage est en cours et invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Des numéros verts sont mis à leur disposition, notamment le 17, le 16 ou encore le 10-10. Et puis, les nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina, à la barre ce matin, les sergents Jean-Martial Ouedraogo au Boué Madar, les 2 officiers, sous-officiers de l'ex-RSP sont poursuivis pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre et complot, blessure, coup et blessure volontaire. On fait le point avec Zoubaviel David Abiré. Visage ferme, le sergent Zoubélé Jean-Martial Ouedraogo s'est présenté à la barre ce matin. Le fantassin spécialisé dans le pilotage des motos et également intendant militaire à l'ex-RSP est poursuivi pour les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre et coups et blessures volontaires. Il nie les infractions à lui reprocher et déroule son agenda du 16 septembre 2015 et jour suivant. Et selon sa version des faits, dans la journée du 16 septembre 2015,
Alors qu'il était encore à son bureau situé au Conseil de l'Entente, il reçoit instruction de son supérieur hiérarchique d'aller chercher des fonds destinés à la solde des soldats. Il se rend à la trésorerie située au camp Nabakoum 2 et exécute sa mission. À son retour, un collègue lui apprend que le camp Nabakoum 2 qu'il venait de quitter est attaqué. Surpris, il décide de s'y rendre pour en avoir le cœur net. Arrivé sur les lieux, il constate un rassemblement, il y prend part. Le chef de corps adjoint, le commandant Abdulaziz Korogo, leur donne l'ordre de rester cantonnés et que des voix plus autorisées viendront leur donner plus de détails. Dans la même soirée, il est désigné pour assurer une mission motorisée en appui aux troupes chargées de sécuriser le ministère de la Défense. Le 17 septembre 2015, au rassemblement tenu dans la matinée, le lieutenant Ghislain Aliou Gorgo lui confie une mission. Aller à la place de la nation et rendre compte de ce qui s'y passe. Il demande au caporal Saïdou Lankwandé de l'accompagner sur les lieux. Sur place, il dit avoir vu des soldats du RSP encagoulés avec un dispositif de véhicule militaire. 30 minutes après, il est rappelé au camp pour le débriefing. Pour le reste du temps, il est resté cantonné au camp Nabakoum 2. Il ne quittera les lieux que le 26 septembre 2015. Pour le parquet militaire, c'est un récit en déphasage avec les faits. La mission à la place de la nation consistait, selon les pièces du dossier, à ouvrir la voie en vue du déploiement des véhicules ACMAT. Pire, selon Maître Séraphin Sommet, la mauvaise foi de l'accusé est plus que manifeste en ce qu'il affirme n'avoir pris connaissance du coup d'État qu'après le 17 septembre 2015 avec le communiqué du colonel Mamadou Bamba. Mais pour le conseil du sergent Zoubélé Jean-Martial Ouedraogo, ce sont des affirmations péremptoires en ce qu'elles résultent de déductions. En matière pénale, seule la preuve compte, ajoute Maître Lassane Daboné. À la suite du sergent Zoubélé Jean-Martial Ouedraogo, c'est au tour du sergent Boué Sieneni Médard de répondre des griefs à lui reprochés dans cette procédure. Et selon l'acte d'accusation, il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre et coups et blessures volontaires. Le sous-officier plaide non coupable et propose sa version des faits. Selon son récit, dans la soirée du 16 septembre 2015, alors qu'il était à son domicile, il reçoit un appel de son épouse, une gendarme de l'armée burkinabé, qui lui donne l'information selon laquelle les autorités de la transition sont arrêtées. Elle lui demande de ne pas s'en mêler. Quelques instants après, il reçoit un appel du major Badiel. Le lendemain, il se rend au camp pour exécuter selon lui ses missions habituelles. Le major Badiel lui demande de se mettre en tenue. Le temps de s'exécuter, il est accosté par le sergent Mamadou Bouda qui lui demande de prendre part à la garde des autorités arrêtées. Il refuse sans détour. Dans la soirée, il est désigné pour assurer la sécurité du président Macky Sall. Il assure cette mission jusqu'au 20 septembre 2015. Le lendemain 21 septembre 2015, le major Badiel l'appelle, le menace et lui demande de se mettre à disposition pour les missions. Face à la pression, il fait déménager sa famille pour des raisons de sécurité. Selon ces informations, le sergent Ali et le soldat Amadou Zouré étaient à ses trousses. Dans la journée du 22 septembre 2015, il arrive à se soustraire et regagne le camp Guillaume. À la lumière de sa déposition, Maître Paul Kéré s'insurge contre le parquet de poursuivre un militaire qui refuse d'exécuter un ordre tendant à conforter un coup d'État. Ce devrait être une instruction à décharge selon l'auxiliaire de justice. Et le parquet militaire de rétorquer si l'heure des réquisitions arrive et si les charges retenues contre l'accusé ne sont pas constituées, il sera requis son acquittement. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Pour l'avocat du sergent Boué Médard, ce procès est celui des calendriers. Et Maître Babou Bamma d'ajouter, celui de mon client est suffisamment clair, il n'a rien fait d'illégal. Le procès reprend ce vendredi 24 septembre 2018 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Et puis le polémiste controversé franco-béninois Kémi Séba est à Ouagadougou pour présenter son dernier livre intitulé « L'Afrique libre ou la mort ». Par ailleurs, président du mouvement Urgence panafricaniste, Kémi Séba était face à la presse ce matin à Ouagadougou où il est revenu sur son combat contre le CFA. Lassina Ouattara et Léonore Yerbanga l'ont suivi pour nous. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. L'affirmation est de l'activiste Kémi Séba. Et avec le Front anti-CFA, qui est un mouvement contre la France-Afrique et le néocolonialisme, le débat se mène sur la problématique de la souveraineté des États africains
avec le principe que chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Partant de ce principe, l'ONG Agence panafricaniste a créé ce front anticolonialisme français en Afrique, front anti-CFA, et a commencé à initier une certaine multitude d'actions visant à sensibiliser nos populations sur les problématiques au XXIe siècle du néocolonialisme, de 1, et de 2, faire en sorte que la puissance française ne se sente plus autant en sécurité qu'avant au sein des masses africaines. La synthèse de son combat se lit entre les lignes de cet ouvrage présenté à la presse. Il y définit également les perspectives pour la souveraineté de la zone CFA avec la création d'une monnaie unique sous quelques conditions. Tout cela ne pourra se faire que si et seulement si nos dirigeants africains prennent leurs responsabilités. Soit ils prennent leurs responsabilités, soit ils devront être remplacés et la classe politique africaine, en tout cas dans les pays d'Afrique de la zone franc, devra être renouvelée. Et tant que ces présidents seront dans cette attitude, monnaie unique, monnaie africaine ou monnaie multiple, tout cela sera en réalité une circonvolution par rapport aux véritables problèmes. Au Burkina Faso, Kémi Séba entend aller à la rencontre des jeunes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso à travers des débats sur certaines chaînes de télévision et des conférences publiques. Et puis, l'excellence scolaire célébrée au Prytanée militaire du Kadiogo, la promotion 2011 vient de boucler son cycle de 7 ans et avant de quitter l'école, leurs aînés sont venus leur prodiguer des conseils. Des aînés, pour la plupart reconvertis dans la vie civile aujourd'hui, Draman Guéné. C'est une rencontre entre anciens et nouveaux bacheliers du PMK, les promotions 1981 et 2011. Deux générations séparées par l'âge, mais rapprochées ici au mess des sous-officiers par les études. Les aînés, qui sont aujourd'hui dans la vie civile, prodiguent des conseils à leurs jeunes frères qui sont en fin de cycle scolaire. En tant que parrain, ce que en fait justement nous leur avons demandé, c'est bien sûr en fait de bien digérer toutes les valeurs positives en tout cas qu'on leur a inculquées pendant, c'est-à-dire en fait ces dernières années. C'était un peu normal pour nous de venir un peu fraterniser, échanger un peu des souvenirs ensemble, mais aussi en tout cas leur dire que l'amour du travail, c'est-à-dire bien fait, ça paie toujours. La promotion 81 parraine ces nouveaux bacheliers de la promotion 2011 du PMK. C'est donc un suivi complet qui leur est servi. Je trouve que c'était vraiment nécessaire. On a organisé beaucoup de choses. Par exemple, ce matin, il y avait un course. Et puis le soir, il y a eu une séance d'échange pour nous permettre, ils vont nous donner des conseils pratiques. Comme on n'était pas tout dans le domaine hors militaire, on n'était pas remis à nous-mêmes. Ils vont essayer de nous dire, donner des conduites à tenir, comment faire pour réussir ce que nous voulons entreprendre. Les 83 élèves de la promotion 2011 sont tous admis au baccalauréat. 2 ont obtenu des bourses militaires pour poursuivre les études à l'étranger. Les autres entament leur vie civile dans des universités et autres écoles supérieures. À l'étranger, la Russie annonce la signature d'un accord avec la Centrafrique dans le domaine de la défense. Les deux parties ont signé ce mardi, en effet, un contrat interministériel destiné à renforcer leurs liens militaires. L'accord porte sur la formation des forces armées centrafricaines. C'est en marge de l'ouverture de ce forum militaire en Russie que Moscou et Bangui ont conclu un accord de défense. Il prévoit notamment que des soldats de Centrafrique seront formés dans les écoles militaires de Russie. Pour le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, ici avec son homologue de République centrafricaine, Marie-Noël Koyara, cet accord va renforcer les liens entre les deux pays. Des liens qui ont été mis en lumière récemment avec l'assassinat fin juillet de 3 journalistes russes dans le nord de la Centrafrique. Orkan Djemal, Alexandre Rastorgouyev et Kirill Radchenko enquêtaient sur la présence dans le pays de mercenaires de la société russe Wagner. La Russie souhaite se repositionner géopolitiquement et économiquement en Afrique, et notamment ici en Centrafrique. Dans ce pays plongé dans un conflit politico-communautaire et confessionnel, Moscou a déjà envoyé plusieurs officiers militaires et instructeurs civils depuis le début de l'année
Et c'est également la Russie qui assure la sécurité du président Faustin Archange Touadéra et qui le conseille sur le plan sécuritaire. Et puis toujours à l'étranger, l'Iran dévoile son premier avion de chasse en pleine montée des tensions avec les États-Unis. Selon l'agence de presse Tasnim, l'avion baptisé Kawsar est un appareil militaire disposant d'équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. Il a été testé avec succès et une démonstration de vol a été diffusée par des médias officiels. La télévision d'État iranienne a, à l'occasion de la journée nationale de l'industrie de la défense à Téhéran, montré le président Hassan Rouhani assis dans le cockpit de l'avion en question. Kawsar, tel est le nom du premier avion de chasse présenté comme étant de fabrication 100% iranienne. Les médias officiels ont diffusé ce mardi les images d'un vol de démonstration de cet appareil. Selon Téhéran, il a été conçu sans l'aide d'experts étrangers et il dispose de tous les équipements technologiques de pointe, dont des radars polyvalents. L'agence de presse nationale affirme même, sans qu'il soit possible de le vérifier, que cet avion a été testé avec succès. Le président Hassan Rouhani, qui a pris place à bord du cockpit, a déclaré qu'accroître sa puissance militaire ne signifiait pas chercher la guerre. Et il a souligné sa volonté de parvenir à une paix durable. En tout cas, la présentation de cet avion intervient en pleine crise avec les États-Unis. Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien et il vient de promulguer des sanctions à l'encontre du régime de Téhéran concernant les transactions financières et les importations de matières premières. Et puis Donald Trump est ébranlé par les revers judiciaires de Cohen et de Manafort, deux proches collaborateurs. Son ex-avocat Michael Cohen a violé la loi sur le financement électoral à la demande du président. Paul Manafort, ex-directeur de campagne, a été condamné pour fraude. Journée noire donc pour Donald Trump avec ses aveux. Deux juridictions, deux affaires distinctes et le même verdict quasi simultané. Deux hommes du premier cercle de Donald Trump ont été reconnus coupables à Alexandria et New York la nuit dernière. Un coup dur pour le chef de la Maison-Blanche, peut-être bien le moment charnière de sa présidence, à en croire certains. Paul Manafort, ancien chef de la campagne électorale de Donald Trump en 2016, sulfureux lobbyiste, a donc été reconnu coupable de fraude bancaire et fiscale. Tout un symbole lorsqu'on sait que ce procès, on le doit au travail du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence de la Russie dans la campagne de 2016. En déplacement en Virginie occidentale, Donald Trump a tenté de prendre ses distances avec l'affaire Manafort. Je ne suis pas impliqué, mais je me sens très triste. Cela n'a rien à voir avec l'ingérence de la Russie. Cela a commencé par la collusion russe et cela n'a rien à voir. C'est une chasse aux sorcières, une honte. En revanche, aucun commentaire du président Trump sur l'autre affaire, celle qui pour le coup l'implique directement. Son ancien avocat personnel, Michael Cohen, avait plaidé coupable. Il reconnaît avoir versé de l'argent à deux femmes, deux maîtresses de Trump, en échange de leur silence. Et cela à la demande de Donald Trump, alors candidat à la Maison-Blanche. Un délit dont pourrait avoir à répondre le chef des États-Unis. Pour ces crimes, Michael Cohen encourt jusqu'à 65 ans de prison. Et on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Tabaski 2018 sous le signe de la concorde nationale et Chrisiloya. À la place de la nation, les leaders musulmans ont lancé l'appel à l'union des fils et filles du Burkina. Nous demandons à tous les musulmans et aux adeptes des autres religions à nous donner la main et à travailler pour le développement de notre pays. Déclaration du deuxième vice-président de la communauté musulmane, rapportée par le journal. Sous le sceau de la quête de la paix, titre aujourd'hui au Faso sur une image du sacrifice du mouton. Et puisse Dieu attendrir les cœurs de ceux qui sèment la terreur, vœu de l'imam Adama Zongrana qui a dirigé la grande prière à la place de la nation de Ouagadougou, ici rapporté par l'observateur Palga. Nouveau cours électoral, le Conseil constitutionnel rejette le recours de l'opposition. C'est l'observateur Palga qui rapporte l'information. Suite au recours formulé par les députés de l'opposition, le Conseil constitutionnel déclare les articles 52 et 72 conformes à la Constitution. La messe est dite et le nouveau cours électoral peut être promulgué par le président du Faso pour entrer en vigueur, écrit l'Obs.
Les sages donnent raison au pouvoir, titre l'Express du Faso à sa une. L'argument des grands juges, rapporté par ce journal, est que le corps tel que libellé ne crée aucune discrimination entre les Burkinabés, contrairement à ce que voudraient faire croire les requérants. Et mieux, il ne crée aucun traitement différencié pour les Burkinabés, selon que l'on soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Aussi, le choix des enceintes diplomatiques comme seul lieu de vote à l'étranger est jugé conforme à la Constitution. Avec cette donne, le journal s'interroge sur la suite des événements, mais ce qui doit préoccuper tous les acteurs, c'est le respect des principes démocratiques et de liberté, conclut l'Express du Faso. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.